d'abord, bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir permis d'intervenir dans ce colloque. Je vais vous faire part donc de l'expérience de gestion collective en Bourgogne, puisqu'en France nous avons la présence de Flavescence dorée dans plusieurs vignobles. Vous connaissez bien sûr le triptyque de la Flavescence dorée qui bien sûr se développe autour de la plante, de l'agent infectieux, le phytoplasme, et de la cicadelle Scaphoideus titanus. Pratiquement tous les vignobles français sont concernés plus ou moins par la flavescence dorée, à l'exception des zones les plus au nord, Champagne et Alsace, où la cicadelle est présente. Pour l'instant, la maladie n'est pas éprouvée. Un rapide rappel réglementaire, car c'est très utile pour comprendre en fait le contexte dans lequel cette lutte peut varier d'une région à l'autre. La flavescence dorée est une maladie de quarantaine sur le territoire européen, dont la lutte est régie en France par plusieurs textes réglementaires. Un arrêté ministériel qui s'applique donc sur l'ensemble du territoire national rend la lutte obligatoire contre la flavescence dorée et son vecteur, la cicadelle, Scaphoideus titanus, en tout temps et en tout lieu. Ce décret s'applique sur l'ensemble du territoire national. C'est un texte qui date de 2013 et c'est un texte qui est toujours valide aujourd'hui et qui n'a pas été modifié depuis. Ce texte sert de texte de base aux arrêtés préfectoraux, qui sont essentiellement à l'échelle régionale. Et par contre, ces arrêtés préfectoraux, eux, ne prévoient pas la lutte de la même façon d'une région à l'autre. Ces arrêtés donc précisent les modalités pour chacun des vignobles, indépendamment des uns des autres. Ce sont des arrêtés annuels qui tiennent compte des résultats de la lutte observés sur le millésime précédent. Ces arrêtés préfectoraux définissent les critères d'application de la lutte et aussi les conditions d'adaptation de cette lutte, puisque ceci est permis par le texte. Ces différents textes, en fait, sont signés par les préfets de région qui s'appuient sur des avis rendus dans chaque région par une commission régionale de lutte contre la flavescence dorée. Et voici un exemple de critères de décision qui peuvent être envisagés pour conditionner la lutte et le nombre de traitements sur le territoire. Vous pouvez voir en haut de ce tableau que différents modes d'intervention sont prévus, que ce soit en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle. Des zones à 2-1 traitements ou 3-1 traitements étaient envisagées cette année-là. C'est ce que nous appelons en Bourgogne les traitements conditionnés. Soit 2 traitements sont réalisés, soit un seul, en fonction de l'observation de certains critères. Par contre, vous voyez en ligne, sur le côté gauche, que différents critères sont requis. Par exemple, les comptages larvaires et les piégeages, qui doivent répondre à certains seuils pour conditionner la présence ou l'absence d'un traitement. L'échelle également à laquelle sont réalisés les traitements, soit par des cercles d'un rayon de 500 mètres autour de pieds isolés, et par contre qui concerne l'ensemble de la commune lorsque des parcelles sont plus fréquemment touchées. Vous voyez qu'il y a également d'autres critères, mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour vous. Voilà par exemple une annexe qui est comprise dans un arrêté préfectoral. Ici il s'agissait de l'arrêté préfectoral 2015, je pense, de la Bourgogne. Au centre du cercle figurait un pied qui avait été identifié lors de la campagne précédente comme porteur du phytoplasme de la flavescence dorée. Vous voyez qu'en fait, toutes les parcelles cadastrales sont référencées et donc toutes les parcelles qui intersectent le cercle sont concernées par la lutte obligatoire. Alors, les services de l'État qui sont officiellement chargés de la surveillance sanitaire organisent en fait une délégation de services publics auprès de ce que nous appelons des organismes à vocation sanitaire. Ces organismes sont en fait les chevilles ouvrières sur le terrain de la lutte contre la flavescence dorée, avec cette délégation fournie par les services de l'État. Par exemple, les fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles sont des organismes à vocation sanitaire. Avec cette délégation de services publics, les organismes à vocation sanitaire
ont le droit de pénétrer dans les propriétés privées afin de réaliser les observations nécessaires à la lutte sanitaire. C'est un point important puisqu'en fait, on s'aperçoit que, on le verra tout à l'heure, les vignes peuvent être, on l'a évoqué, abandonnées. Et il est évident qu'il ne serait pas possible à ces organismes de rentrer sur les terrains s'ils ne disposaient pas de cette délégation de service. Ces organismes à vocation sanitaire organisent et coordonnent les opérations nécessaires à la lutte, par exemple les suivis de population de la cicadelle de la flavescence dorée, également les prospections et leur encadrement. Ils réalisent également les prélèvements officiels et l'acheminement des échantillons prélevés vers les laboratoires agréés pour rendre la décision effective et officielle. Ils réalisent ensuite la centralisation de ces résultats d'analyse et les transmettent aux services de l'État qui, eux, sont les décisionnaires. Par exemple, ici, une opération de comptage des larves qui peut enclencher une conditionnalité, donc une réduction de traitement sur des zones où la lutte a été prévue comme telle. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans la spécificité du cas bourguignon. Vous voyez en bas la carte de France qui vous situe rapidement où se situe la Bourgogne. Et vous voyez qu'en fait, la Bourgogne comprend plusieurs vignobles qui ne sont pas nécessairement très proches les uns des autres. La lutte est organisée un peu différemment sur certains de ces vignobles. En fait, sur la partie qui vous est représentée à droite, qui est la côte de Beaune et côte de Nuit et le Mâconnais, alors qu'en haut à gauche figure le vignoble de Chalupy, qui représente à peu près 5000 hectares, qui, on va régler le cas tout de suite, est prospecté pour 1/3 chaque année. Donc tous les 3 ans, on revient de nouveau l'année suivante sur les mêmes vignes pour les prospections. Sur le vignoble de Chablis, il n'y a pas de cas de flavescence dorée. C'est la raison pour laquelle on procède de la sorte. En revanche, Caphoideus titanus est prévu. Alors, un historique rapide pour que vous compreniez quelle a été la capacité de réaction des viticulteurs bourguignons. Je ne reviens pas sur l'historique global de la flavescence dorée, mais le premier cas en Bourgogne a été repéré dans une plantation en 2004. Il a pu être éradiqué et de nouveau, des foyers ont été découverts également sur des plantations et éradiqués en 2009. En revanche, en 2010, plusieurs cas disséminés ont été repérés et surtout en 2011, un foyer important a été repéré dans le nord de la Saône-et-Loire, donc dans la côte chalonnaise et Mâconnais. En 2012, il y avait déjà près de 11 hectares et demi qui nécessitaient une mesure d'arrachage obligatoire, sachant que cet arrachage obligatoire intervient dès que plus de 20% des pieds d'une parcelle sont de manière légale, sont atteints de flavescence dorée. En réalité, on voit avec quelle rapidité, comme le signalait Domenico Bosco tout à l'heure, la flavescence peut se répandre dans un vignoble. Ce que je vous présente sur cette diapositive, c'est le site régional qui permet aux viticulteurs de s'informer sur la lutte contre la flavescence dorée en Bourgogne. Tous les vignobles, tous les grands vignobles disposent de tels sites qui permettent d'expliquer quels sont les symptômes et quelles sont les réglementations en cours dans la région. Si je vous ai présenté cette copie d'écran, c'est pour qu'on fasse bien ressortir quels sont les 4 piliers de la lutte qui ont été tout à fait mis en avant en Bourgogne. Il n'y a pas un des 4 piliers qui soit plus important que les autres. C'est le fait de donner conjointement ces 4 piliers qui sont le traitement à l'eau chaude pour les nouvelles plantations, la maîtrise du vecteur au moyen de lutte insecticide, la prospection collective qui permet de repérer les pieds atteints et de prendre les décisions de traitement pour l'année suivante. Et enfin, des mesures d'arrachage qui sont prises dès que possible, avant d'attendre qu'un nombre de pieds trop important soit concerné. Donc très rapidement, pour parler du traitement à l'eau chaude, en Bourgogne, l'obligation d'utiliser des plants traités à l'eau chaude dans les plantations et dans les entreplantations a été inscrite dans les cahiers des charges des appellations d'origine. Cette mesure serait bien sûr inutile sans les 3 autres piliers.
Je ne vais pas m'étendre sur l'epidémiologie du fitoplasma. Ci dilunghiamo tanto sulla epidemiologia del fitoplasma della flavescenza. Je rappelle ça, une période de latence de 30 jours est nécessaire entre le moment où l'insecte s'infecte et le moment où il est capable d'infecter de nouveau des cerfs. En fait, je vous présente rapidement le cycle de Scaphoideus titanus, simplement pour vous indiquer qu'en France, on estime qu'environ tous les 10 jours, on passe d'un stade larvaire à un autre. En réalité, on imagine que lorsque les œufs éclosent et qu'une larve L1 apparaît, dans le pire des cas, si elle se nourrit immédiatement sur un cep qui est déjà infecté par la flavescence dorée, elle ne serait donc infectieuse pour de nouvelles plantes qu'à partir du stade L3, L4. Comme tous les œufs n'éclosent pas au même moment, mais que les éclosions sont plus ou moins étalées dans le temps, il est prévu de réaliser le premier traitement obligatoire sur le stade L3 ou début de stade L4 afin d'éviter de permettre de toucher le plus grand nombre de larves possible avant qu'elles deviennent infectieuses. Ensuite, selon les critères de lutte définis dans chaque région, s'enchaîne le second, voire le troisième traitement. Finalement, le traitement, si plus d'un traitement est nécessaire, le traitement suivant vise soit à réduire encore la population larvaire, soit à réduire la population d'insectes adultes pour diminuer la population l'année suivante. Alors, pour rentrer un peu dans le détail du pilier qui semble central en Bourgogne et dans le succès relatif de la méthode mise en place en Bourgogne, en réalité, les prospections mobilisent l'ensemble de la filière viticole, et quand je dis l'ensemble, c'est vraiment chaque professionnel. Or, les services, en plus des services officiels et des organismes à vocation sanitaire, différents acteurs participent donc à la mise en œuvre de ces prospections. Les viticulteurs, et vous verrez tout à l'heure qu'en fait, ils participent très largement à ces prospections. La Confédération des appellations et vignerons de Bourgogne, et l'interprofession, ainsi que les collectivités territoriales, notamment pour l'aspect financier. Les viticulteurs, la Confédération des appellations et l'interprofession interviennent également techniquement et financièrement, les collectivités uniquement financièrement. Pour vous donner une idée, chaque année, une somme d'environ 400 000 € est prévue pour assurer la protection des 30 000 hectares de vignobles bourguignons, sachant qu'une partie donc est apportée par les collectivités territoriales et la majeure partie par l'interprofession et les professionnels. Un avantage également pour réaliser ces prospections, c'est que le parcellaire viticole est parfaitement connu, c'est un registre cadastral à déclaration obligatoire, ainsi que les propriétaires. Ce qui permet effectivement de les contacter chacun individuellement, que ce soit pour les prospections ou pour leur présenter les résultats des prospections. En fait, la connaissance de ce parcellaire viticole permet en fait de cartographier avec des détails très importants les parcelles qui sont à prospecter. Chaque viticulteur, je vous l'ai dit, peut être contacté individuellement et dans chaque zone prospectée, donc concrètement vous le verrez dans chaque village, il existe un viticulteur référent qui est appelé responsable communal. C'est un point très important de la lutte contre la flavescence et comme le disait tout à l'heure Maurizio, en réalité c'est très utile d'avoir quelqu'un qui centralise et qui peut motiver les viticulteurs quand c'est nécessaire. De plus, des réunions préparant les prospections sont organisées un peu partout dans le vignoble chaque année. Les prospections sont organisées essentiellement par appellation et c'est très important puisqu'en Bourgogne, les appellations sont de petite taille et correspondent plus ou moins aux surfaces des villages. Le problème n'est pas tant la définition de l'appellation que l'approche d'une surface qui permet à chacun de se connaître et permet donc l'émulation des viticulteurs dans les prospections. C'est un point important parce que c'est finalement une forme d'autocontrôle sans qu'il y ait besoin d'intervention de qui que ce soit. Ces prospecteurs renforcent également leurs liens sociaux et techniques, puisque des études de sociologues de l'INRA ont clairement démontré que les prospecteurs
les viticulteurs, en réalité, retissent de nouveau des liens qui existaient autrefois et qui s'étaient perdus par individuel. Oui, pour les prospections, effectivement, ça permet aux viticulteurs qui sont peut-être moins formés ou moins on va dire, performants sur la détection des symptômes, d'être encadrés par d'autres viticulteurs qui, eux, sont plus armés. Un guide de la prospection est remis chaque année aux prospecteurs avec les nouveaux points sur lesquels il faut porter une attention particulière. Je vous montre ici un extrait de ce guide de prospection. La diapositive qui vous est proposée montre en fait les activités de repérage et de marquage des pieds symptomatiques de jaunisse. Vous voyez qu'en fait, dans le tableau figurent les fréquences à laquelle doivent être réalisés les passages de prospection. Tous les 2 rangs, 4 rangs ou 6 rangs en fonction de la zone prospectée et du mode de conduite de la vigne. De plus, les pieds qui sont atteints de flavescence dorée sont marqués d'une rubalise spécifique qui permet de les retrouver ultérieurement pour réaliser de nouveaux prélèvements. Un autre exemple d'une planche figurant dans ce guide de la prospection qui indique les confusions possibles avec d'autres symptômes afin de bien distinguer ce qui relève de la flavescence dorée et d'autres symptômes de jaunisse. C'est important parce qu'en réalité, à chaque fois que des symptômes sont supposés être des symptômes de flavescence dorée, un prélèvement est réalisé sur le ou les pieds. Si plusieurs pieds ont été prélevés et que l'analyse révèle la présence de flavescence dorée dans le lot de pieds qui a été prélevé, en réalité, une nouvelle analyse est faite pied par pied afin de déterminer si l'ensemble des pieds ou un seul pied est concerné, ce qui peut orienter par la suite les conditions de lutte. Plusieurs milliers d'analyses sont ainsi réalisées chaque année. Ce qui explique aussi le coût que je vous ai cité. En fait, cela présente un réel intérêt car l'orientation de la lutte et des conditions d'adaptation de la lutte proviennent essentiellement de cette information. Un dernier exemple de planche qui vous indique, où on propose aux viticulteurs, en réalité, d'indiquer de manière simplifiée ce qu'ils ont pu observer parcelle par parcelle. Vous voyez sur l'exemple, sur la photo, exemple qui vous est donné, figure un 0 dans les parcelles dans lesquelles il n'y a pas de pied observé flavescent. Figure une croix lorsque un ou deux ou quelques pieds isolés ont été repérés et un chiffre lorsque plus de pieds ont été repérés. Ces informations sont capitales parce qu'elles orientent ensuite la récupération des échantillons et le cas échéant permettent aux organismes à vocation sanitaire de retrouver facilement les pieds concernés. Alors, quels sont les bénéfices observés de la mise en place collective de cette lutte ? Eh bien, une décroissance rapide du nombre de cas observés chaque année. C'est un phénomène qui a été observé et qui est constaté par les viticulteurs. Et donc, ça permet aussi de les maintenir en état de motivation pour poursuivre ce mode de surveillance qui est relativement haut. On s'aperçoit dans d'autres régions françaises dans lesquelles cette lutte n'est pas efficace, même si elle n'est pas organisée de la même façon, qu'en réalité, c'est essentiellement l'absence de résultats qui finit par démotiver même les viticulteurs les plus motivés. C'est une forme de cercle vertueux. Voilà par exemple des chiffres. Entre 2012, qui est l'année sur laquelle je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un problème vraiment plus important qui était apparu. Vous voyez que sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, en réalité, dans le périmètre de lutte obligatoire, uniquement une partie des communes avait été prospectée. L'absence de prélèvement peut relever soit d'un manque d'observation, elle n'était pas exhaustive, soit de l'absence de la maladie repérée cette année-là. Vous voyez en revanche que dès l'année 2013, la mobilisation massive des viticulteurs, on parle ici de plusieurs milliers de viticulteurs, et on voit qu'en 2014 et 2015, cette motivation et cette mobilisation se sont maintenues. En fait, vous voyez que les communes figurant en vert, sur ces communes figurant en vert, des prélèvements ont été réalisés, ce qui veut dire que des symptômes
ont été observés. En revanche, il n'y avait pas de cas de flavescence dorée dans les prélèvements effectués. Les communes figurant en rouge sont celles présentant des cas de flavescence dorée. Vous voyez que le nombre de communes concernées a très rapidement décru dès lors que la mobilisation a été massive et maintenue. Pour vous donner une idée de la qualité de prospection et surtout de l'exhaustivité de cette prospection, sur la carte figurant en 2015, complètement à droite, la parcelle, enfin la commune qui figure en rouge tout en haut de la carte, en fait cette commune figure en rouge parce qu'un pied isolé a été détecté sur la commune. Donc il y avait un seul pied présent sur la commune et même si ce pied était isolé, il a pu être détecté et il a été repéré comme flavescent. Pour vous donner également une idée de la mobilisation des professionnels, en fait près de 3000 viticulteurs avaient participé dès 2013 et ensuite le phénomène s'est amplifié aux prospections pour la lutte contre la flavescence dorée. Près de 1500 en Saône-et-Loire pour un vignoble d'un peu moins de 12 000 hectares. Et près de 1250 en Côte d'Or pour un vignoble d'environ un peu moins de 10 000 hectares. À peu près le même taux aussi en Lyonne pour le vignoble de Château. Deuxième point qui a été particulièrement intéressant, c'est la diminution conséquente des traitements phytosanitaires insecticides obligatoires qui étaient liés à la lutte contre la cicadelle. En fait, vous voyez, même chose qu'entre 2012 et 2015, le nombre de traitements insecticides obligatoires dans les communes concernées a sensiblement diminué, sachant qu'on... Vous avez ici les chiffres qui vous sont indiqués, mais il est intéressant de s'intéresser, de se concentrer sur le cas de 2013, puisque vous voyez qu'en fait, une sorte de point zéro avait été effectuée, où la totalité des communes étaient concernées par une lutte insecticide, alors qu'en même temps, les prospections devenaient exhaustives. Ce qui a permis par la suite de repartir sur des bases plus saines. Enfin, je l'ai déjà cité tout à l'heure, les prospecteurs renforcent leurs liens techniques, puisqu'ils s'entraident, et sociaux, puisqu'ils s'autocontrôlent et ils ont aussi des échanges techniques plus fréquents. Maintenant, les difficultés qui ont été rencontrées. Alors, pas forcément à partir du cas bourguignon, ça peut être le cas, mais aussi en comparaison d'autres régions dans lesquelles la lutte est moins efficiente. En réalité, vous l'avez déjà signalé tout à l'heure, la présence de vignes ensauvagées à proximité des vignobles travaillés est un véritable problème. Ce qui est remarqué, en fait, c'est que les deux cas sont différents. Il y a les vignes sauvages d'un côté et les vignes abandonnées. Les problématiques ne sont pas nécessairement les mêmes dans ces deux cas. Il faut signaler qu'en Bourgogne, il y a peu de vignes ensauvagées autour du vignoble et que le vignoble est très concentré. En revanche, à Bordeaux, où la lutte est toutefois relativement efficace aussi, les vignes ensauvagées sont un véritable problème. Les vignes sauvages présentent un problème de réservoir et d'absence de présence des symptômes. Ça a déjà été signalé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et en revanche, les vignes abandonnées présentent des problèmes réglementaires. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, toutefois, ces vignes abandonnées peuvent être prospectées par les organismes à vocation sanitaire. La difficulté est parfois d'avoir connaissance de la présence de ces vignes abandonnées, puisqu'elles ne figurent plus au registre viticole. Un autre problème également est celui du morcellement du vignoble, avec ce qu'on appelle le taux de viticolité, c'est-à-dire en fait la proportion de vignes sur la surface concernée. En réalité, dans les vignobles morcelés, il est plus difficile d'organiser des prospections avec les professionnels, puisqu'en réalité, il faut parcourir beaucoup plus de distance et ça prend plus de temps. Un point important que je n'ai pas signalé, c'est qu'en général, on observe que le taux d'observation des vignes est meilleur dans les petites structures, c'est-à-dire qu'une petite structure va observer proportionnellement plus de surface de vignoble que ne le feraient les grandes. Alors, il faut signaler également de très rares cas, mais des cas toutefois, de refus de procéder à l'application des traitements obligatoires. Là, je vais vous parler de deux cas. En fait, il y a eu 3 cas au total. Un dans le Bordelais qui est
juste en ce moment, et 2 autres en Bourgogne qui commencent à être un peu plus anciens. En fait, ces cas sont importants parce qu'il y a eu une large médiatisation autour de ces refus de traitement. Le premier cas, le tout premier survenu il y a déjà pas mal d'années maintenant, en fait, a été très médiatisé et immédiatement pris en charge par des associations qui refusaient les traitements. Et à l'époque, il a été très difficile, voire impossible, d'expliquer aux médias comment la lutte s'organisait. Mais toutefois, on voit qu'aujourd'hui, elle a porté ses fruits. Le viticulteur, dans ce cas, n'a pas été condamné, non pas pour des raisons techniques ou réglementaires, mais uniquement pour des raisons on va dire de respect de la procédure administrative. Un deuxième cas, là, est plus franco-français. Il concerne les limites administratives, puisque je vous ai indiqué que les modalités de la lutte sont définies dans chaque région de manière indépendante. Vous voyez ici en fait les limites départementales en pointillés. Il s'est bien sûr trouvé un viticulteur qui possède une vigne à la fois sur la Saône-et-Loire et sur le Rhône. Les modalités de la lutte n'étant pas les mêmes dans ces 2 régions, il était contraint de réaliser le traitement obligatoire d'un côté de sa vigne et n'était pas obligé de le faire de l'autre côté. Ce cas est actuellement traité devant les tribunaux. Toutefois, il démontre bien les limites de l'administration dans ce genre de cas. Et enfin, une autre difficulté, non pas rencontrée parfois, mais surtout crainte en Bourgogne par les professionnels eux-mêmes, c'est plus craint en fait qu'observé. Les professionnels eux-mêmes ont peur d'une démobilisation. Et pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, en guise de boutade, un viticulteur, dans une réunion de viticulteurs l'année dernière, je me souviens de viticulteurs qui disaient finalement peut-être qu'il est intéressant d'avoir des cas isolés qui apparaissent de temps en temps dans le vignoble pour pouvoir maintenir la mobilisation. Bien sûr, en organisant une sorte de tournant. Un autre point qui peut éventuellement constituer des problèmes, ce sont les aides techniques qui commencent à être proposées dans différents vignobles et qui pour l'instant n'ont pas démontré leur efficacité dans la détection des cas de flavescence dorée, comme c'est le cas par exemple des drones. Il est peu probable d'être capable par un drone de distinguer le bois noir de la flavescence dorée par exemple. Il y a également d'autres problèmes techniques de résolution des capteurs qui de toute façon nous laissent penser que ces solutions pseudo-techniques ne seront en réalité pas des solutions suffisantes d'aide technique pour pallier aux prospections. C'est donc pourquoi j'insiste bien sur la nécessité, et vous l'avez vu dans le cas bourguignon que je vous ai présenté, de bien respecter l'équilibre des différents piliers de la lutte. Il n'y en a pas un qui domine les autres, mais c'est l'ensemble de ces piliers qui permet de réaliser une lutte efficace. Merci de votre attention.